rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné la création de 10 nouvelles universités privées qui sont affiliées à des universités publiques. Alors, quel est l'état de l'éducation en Égypte en général? Ben, écoutez, pour être tout à fait honnête, dans le passé, les années 50 ou 40 du siècle passé, on était beaucoup mieux qu'on est aujourd'hui, sur le niveau mondial. Malheureusement, on a eu des périodes où on n'a pas accéléré avec la même vitesse que les autres pays, donc on a un peu reculé en arrière. Et là, cette administration est en train d'essayer de rattraper ça. Ce que j'aime beaucoup avec la façon ou la stratégie adoptée maintenant, c'est quoi? Une université, c'est vrai, c'est des bâtiments, c'est des laboratoires, c'est tout ça. Ok, très bien. Mais c'est pas ça qu'on est en train de faire. Ça coûte beaucoup d'argent. Ok, ça y est, on trouve le financement et on le fait. Mais c'est pas ça seulement. Parce que vraiment, ce qui est très important, c'est d'être capable d'avoir une bonne éducation avec un niveau qui est mondial, qui est compétitif. Parce que c'est une histoire de construction, c'est pas ça la fin de l'histoire. L'histoire, c'est quoi la qualité? Et c'est vrai qu'on a de chemin à gagner sur cette voie. Donc, l'idée de faire des affiliations avec des universités qui sont très avancées, je pense qu'on peut économiser des années à apprendre la chose nous-mêmes, et on commence d'où les autres sont aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est très, très intéressant, c'est très intelligent comme stratégie, je pense. Et là, quand on est en train de construire ou commencer de nouvelles universités, c'est pas la quantité qui compte, mais on les fait en quantité et en qualité. Et je pense, ça c'est un avis personnel, que, par exemple, si on voit le pays avec le plus grand chiffre des universités, c'est les États-Unis. Donc ça, les universités ont une réflexion très intéressante sur le niveau social et aussi sur le niveau sportif du pays. Bien sûr, l'éducation, tout ça, c'est la base. Numéro un, oui. Mais si on voit tous les athlètes, la participation dans les Jeux olympiques qui viennent des États-Unis, ont été formés dans des universités. Oui. Donc, c'est très vrai que quand on ajoute des universités, on ajoute une probabilité pour créer aussi une vie sportive. Donc, il y a une liaison entre les deux. Donc, je pense qu'on est en train de faire un pas très, très important. Et on est en train de commencer aujourd'hui, mais on va voir les résultats dans quelques années. Alors, le président vient d'annoncer la création de 10 nouvelles universités privées qui sont affiliées à des universités publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a 27 universités aujourd'hui qui existent en Égypte, ouais, et on est en train de commencer encore 10, on est en train d'augmenter la capacité d'éducation à un niveau université à 30%. Ça, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et en plus, on le fait à un niveau mondial. On est en train de mettre notre éducation au même niveau avec des grandes universités un peu partout dans le monde. Et ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. On est en train de créer des jeunes qui ont un futur et qu'ils vont avoir une carrière. Chacun dans ce qu'il va choisir. Mais une des déficités qu'on avait dans le passé, c'était qu'on avait des universités qui faisaient sortir des jeunes dans des spécialités qui n'est pas vraiment demandé sur le marché du travail. Donc, tu as un jeune, je ne sais pas, avec un degré dans l'astrologie, mais il n'y a pas de travail en astrologie. On a peut-être besoin d'autres spécialités. Il y avait des jeunes qui étaient formés, ou soi-disant dans des facultés qui étaient de nature scientifique, mais il n'y avait pas les moyens d'essayer de travailler avec
leurs mains. Il n'y avait pas assez de moyens pour les former comme il faut. Et là, on est en train de fixer, parce qu'on est en train de prendre des curriculums qui viennent des universités qui sont beaucoup plus avancées que nous, et on va les appliquer ici. Donc je pense que ça, c'est la bonne chose à faire. On est en train de croître la quantité. 30%, c'est énorme, c'est un tiers. Bien sûr. Hein? On a fait 27 universités, je ne sais pas, dans un siècle, disons, un siècle. Vrai. Et là, dans quelques années, 7 ans, on est en train de faire le tiers de ça. C'est énorme. Et puis, on le fait en bonne qualité, qui nous confirme qu'en le futur très proche, ces jeunes vont sortir, vont trouver des bonnes carrières, ou vont se faire des bonnes carrières en Égypte ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un plan ou bien une stratégie de présenter l'éducation qui va de pair avec la nécessité du marché? Est-ce que ma question est claire? Pas tellement, mais si je comprends, j'ai bien compris, c'est quoi le lien entre le marché de travail? Voilà, le besoin du marché et l'éducation. C'est très important de noter quelque chose, que le marché de travail est très dynamique. Oui. Ça veut dire que les travaux que sont demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Tout ce qui est en train de se passer avec le social media, il y a une science, par exemple, comme le marketing, qui a été complètement transformé d'une façon à l'autre avec l'intervention du numérique. Il y a des jobs qui sont en train de disparaître. Si vous pensez, il y avait 20 ans, si vous vouliez voyager quelque part, il y avait des agences de voyage. Ça n'existe plus aujourd'hui. Pratiquement, ça n'existe plus. C'est sur Internet? Parce que c'est sur Internet, on rentre, bon, tac, et là. Bon, hein. OK. Donc, le marché du travail est en train de se modifier et changer. Donc, on ne peut pas rester sur l'ancienne. Oui. Il faut préparer une nouvelle génération, éduquer. J'ai lu une statistique qui était très intéressante, que 40% des enfants qui sont nés, leur genre de travail n'est pas encore créé. Oui. Vous imaginez, dans 18 ans, ou disons dans 22 ans, il va avoir des jobs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui. Ce qui n'est pas très difficile, logique, hein. Très logique, et ce n'est pas très difficile à imaginer si on comprend que quelqu'un à Google ou à Facebook qui a un job de gérer quelque chose comme ça, 20 ans. Il y a 20 ans, ça n'existe pas. On n'aurait même pas compris c'est quoi un job pareil. Et là, aujourd'hui, ce sont les jobs les plus bien payés, ou parmi les plus bien payés sur le marché. Parce qu'ils sont rares. Parce qu'ils sont rares, ils sont nouveaux. Oui. Bon, je vais passer à un autre sujet, mais qui n'est pas différent à ce sujet. C'est la transformation numérique, qui est l'adaptation de l'enseignement supérieur à un monde dans lequel le numérique s'impose progressivement. Cette transformation concerne notamment l'intégration de la technologie numérique dans l'enseignement, l'apprentissage, la recherche et la gouvernance. Salih Ahmed et Yara Choucha. La transformation numérique et l'adaptation de l'enseignement supérieur à un monde dans lequel le numérique s'impose progressivement. Cette transformation concerne notamment l'intégration de la technologie numérique dans l'enseignement, l'apprentissage, la recherche et la gouvernance. Il y a eu de nombreuses tentatives précédentes pour développer des programmes d'enseignement en Égypte au cours des 3 dernières décennies, et la plupart de ces tentatives se concentrent sur la modification des sujets, du contenu et de la présentation des programmes, sans compromettre l'essence de la philosophie traditionnelle de l'éducation, malgré le manque d'études, de rapports, de recherches et de statistiques dans ce domaine, surtout à la lumière du fait que l'Égypte s'efforce désormais de faire le maximum d'efforts pour développer l'éducation avec un manque de ressources financières et présente un système éducatif avec des problèmes chroniques pour plus de la moitié d'un siècle. À cet égard, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement technique
ainsi que de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont élaboré des plans de développement de l'éducation en tenant compte du fait que l'éducation n'est plus seulement un service public, mais plutôt une pierre angulaire de la construction d'un citoyen moderne capable de vivre dans une société sûre, stable, avancée et ouverte. Le monde interagit fortement avec les révolutions du progrès scientifique. À l'ère moderne, et les plans de développement cherchent également à faire du développement de l'éducation une base pour l'avancement de l'économie égyptienne et lui permettre d'avoir une forte intégration et une compétitivité efficace avec les économies internationales contemporaines. Comme vous venez de dire que voilà, dans 20 ans, aujourd'hui on ne sait pas ce que les gens vont travailler dans 20 ans. Et c'est ça, le début, c'est la transformation numérique. Comment l'État égyptien s'intéresse à la transformation numérique dans les universités égyptiennes? Il y a un intérêt et un accent énorme sur cette voie de la part de l'administration présente. C'est très important de noter le changement dans la définition d'un analphabète. Dans le passé, un analphabète, c'était quelqu'un qui ne savait pas comment lire ou écrire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne savent pas comment utiliser un ordinateur. C'est ça la différence. On ne mesure plus jamais que c'est quelqu'un... Tout le monde doit être capable de lire. Mais est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur? Un ordinateur ou non? Je vais vous donner un exemple, puis je reviens à votre question. Je suis consultant pour une de très grandes sociétés étatiques. Et là, c'est une grande société, c'est fort, c'est gagnant et tout. Et là, j'ai noté qu'il y a un niveau qui est un peu trop bas dans l'utilisation de technologies en général. Des courriels email, des analyses, ce qu'on appelle le reporting, l'information du marché et tout ça. Et j'imaginais si jamais ils se font face avec un concurrent qui vient avec la technologie, ce qu'on sache, ou ce qu'on sait aujourd'hui. Je vous confirme que ça va être minimum la réaction de ce qui se passe dans le marché 1 à 10, dans le meilleur des cas. Donc l'autre, parce qu'il a l'informatique, il va savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, il va comprendre le problème, il va formuler une solution avant que cette société même entende qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous pouvez imaginer comment ça devient de plus en plus sérieux. Ce n'est plus un luxe maintenant, parce que le monde est en train de se transformer. Si on va rester où nous sommes, avec le papier et crayon, on va rester très derrière, on va rester très loin. Ça va être très difficile de concurrencer sur n'importe quel niveau. Ouais. Même dans l'agriculture, dans tous les domaines maintenant. Donc c'est pour cela que je pense que l'administration présente est en train de se focaliser sur ce sujet. On a eu des discussions avant sur l'économie noire, l'économie parallèle en Égypte. Une des façons les plus rapides pour gérer ça, c'est avoir la facturation numérique. Le domaine du sécurité. Maintenant qu'on a pas mal des caméras qui sont liées un peu, on peut contrôler le crime, et dans le pire des cas où le crime n'est pas contrôlé, n'est pas préventé avant que ça se passe, on peut savoir qui était derrière le crime qui a pris place. Donc ça rentre pratiquement dans tous les aspects de notre vie. Donc c'est pas une option maintenant. C'est pas vraiment une option qu'on peut continuer à faire partir de ce monde au XXIe siècle sans avoir une éducation numérique pour nos enfants qui vont gérer ce pays pour nous dans le futur.
Donc c'est un besoin C'est qui vrai. n'est pas vraiment négociable à cette étape. L'actuel ministre de l'Éducation a introduit les tablettes dans les écoles juste avant la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous trouvez que c'était vraiment, ça a sauvé vraiment l'enseignement en Égypte? Oui, et je pense aussi, j'ose dire que peut-être aussi ça a sauvé pas mal des vies. Des vies. Des vies. Parce que une des précautions plus importantes pour le Covid-19, c'est la distance. Oui, c'est vrai. Donc, on ne voudrait pas avoir 40 élèves dans une classe fermée. Ouais. Et je pense peut-être, ça peut être une des raisons que l'Égypte a pu éviter une fermeture complète. Mais je pense, j'ose dire, que avec la façon avec laquelle je lis cette stratégie, c'est double tranche. Elle est en train de moderniser les sciences, ce que les jeunes sont en train d'apprendre, mais en même temps, il est en train de leur faire apprendre comment vivre avec la nouvelle technologie. La pratique. La pratique. Et ça, c'est la meilleure façon pour faire que quelqu'un apprenne quelque chose, c'est qu'il pratique cette chose. Parce que c'est pas une question d'entendre quelqu'un, de donner une lecture, comment ça se passe. Mais s'il pratique, il essaye de trouver comment je peux faire un research, comment je peux trouver l'examen, comment je peux trouver l'information que je dois apprendre. Donc, ils savent comment parler avec cette nouvelle technologie et ce qui est en train de se passer maintenant. Et là, donc, vraiment, je pense qu'il a pu... et si je vois la résistance qu'il a eue au commencement, c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Mais c'est très bien ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmad Lessi Nassif. Je rappelle que vous êtes consultant international en économie. Je vous remercie pour toutes ces explications concernant soit le dossier des transports, soit le dossier de l'éducation, surtout numérique. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, monsieur. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.